bienvenue. Donc, j'ai vraiment le plaisir d'animer cette première table ronde donc, sur la protection des mers et des océans. Je vais commencer avec vous, Antidia Sitores. Vous êtes porte-parole de Surfrider Europe, donc de l'ONG Surfrider. Quelles sont en fait les multiples pressions qui pèsent aujourd'hui sur les océans? Je pense que c'est important de peut-être de rappeler un petit peu ce qui se passe en fait. Quelles sont toutes ces pressions? Voilà. Il faut savoir que sur l'océan, qui est un seul et même écosystème, on va trouver différents impacts. Donc le plus connu, c'est celui qui est à côté de nous. C'est la question des déchets, et la question des déchets plastiques en particulier, puisque quand on voit les collectes que l'on fait avec nos bénévoles, et certains sont dans la salle, ce qu'on retrouve le plus, ce sont les déchets plastiques. On a 80 à 70% de ces déchets qui viennent à la fois du plastique, mais à la fois aussi du continent. Donc l'ensemble des déchets que l'on retrouve sur le littoral, on pense que c'est nos pique-niques à la plage, mais la vérité c'est que ça vient des bassins versants, des fleuves, et que cela va se retrouver sur le littoral. Donc ça c'est un premier impact, la question des déchets en mer, la plus visible, les continents plastiques. Puis il y a la pollution qui est moins visible, la pollution qui est chimique, et là elle peut venir de ce même plastique qui va libérer des molécules. On va aussi avoir des intrants chimiques, des pesticides. Alors en Gironde, c'est quelque chose qu'on connaît, mais également d'autres pollutions comme des pollutions accidentelles d'hydrocarbures, des déversements d'hydrocarbures en mer ou d'autres produits chimiques. On l'a vu avec le Grand D America où des conteneurs entiers d'acide sulfurique se sont déversés accidentellement en mer. Donc on a cette deuxième source, la pollution chimique. La pollution bactériologique, donc là ça peut être des mauvais raccordements ou des déversements des stations d'épuration. Et puis l'ensemble de ces impacts va venir dérégler les écosystèmes. Et ces écosystèmes marins, on dit souvent, l'océan permet une respiration sur deux. Donc si notre océan, lui, est en mauvaise santé, on va avoir un dérèglement climatique plus important. Et c'est cette moyenne des 2 degrés qu'on souhaite atteindre. C'est 2 degrés sur toute la planète. L'océan est parfois plus froid, donc ça peut dire aussi sans doute des augmentations de plus de 2 degrés sur la Terre. Donc c'est pas juste qu'on va avoir un pull ou en moins en Bretagne, mais bien un dérèglement plus complexe que juste 2 degrés en moyenne de dérèglement sur la planète. Donc oui, il a pas mal de choses à encaisser l'océan en ce moment. Alors, je n'ai pas parlé de notre invité surprise, qui est Plastic Man. En fait, c'est une œuvre donc du collectif Pantalassa de Sergio Penso qu'on recevra tout à l'heure, qui nous rejoindra sur ce plateau. On s'est dit que c'était important qu'il soit présent à nos côtés parce qu'effectivement, vous l'avez dit, donc les plastiques ont un impact extrêmement fort. C'est certainement en fait le déchet le plus visible, la pression la plus visible pour nous en tant que citoyens. Maintenant, c'est devenu légion en fait que sur les plages, quand on se promène, il y a énormément de déchets à chaque marée. Peut-être juste rappeler quelle quantité de plastique on consomme chaque jour, enfin annuellement, et quelles quantités sont déversées dans les océans, parce que c'est absolument colossal. Il faut savoir que chaque seconde, on a 206 kilos qui sont déversés, de kilos de déchets qui sont déversés dans l'océan. Donc pendant toute cette conférence, chaque seconde, vous avez 206 kilos. Donc c'est assez impressionnant en termes de quantité. Et c'est des millions de tonnes de plastique qui sont consommées par nous, consommateurs, chaque jour. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur des solutions, sur des alternatives à ces plastiques, que ça soit une gourde pour remplacer justement des bouteilles plastiques à usage unique. J'ai envie de dire aussi bien en métal qu'en plastique. Je fais un petit signe à la sécurité en ce sens. Et travailler justement pour chacun de ces produits à usage unique, travailler sur les solutions alternatives et pouvoir disséminer ces solutions. Il faut savoir que la semaine dernière, la directive qui vient réglementer les plastiques à usage unique vient juste d'être publiée. Donc nous, à Surfrider, on est super contents parce que ça fait 10 ans qu'on travaille pour qu'il y ait une reconnaissance du déchet comme une pollution, qui était le premier pas. Maintenant, on arrive à interdire des plastiques à usage unique pour les remplacer par des plastiques éventuellement, mais en tout cas réutilisables. Nous, c'est vraiment notre point. On n'est pas là pour remplacer un plastique à usage unique par un plastique biodégradable à usage unique.
C'est un des points importants. Et d'autant que le biodégradable, peut-être qu'on y reviendra plus tard, ne se biodégrade pas. Donc c'est pour nous passer vraiment de ce constat qui est affligeant à des solutions concrètes pour tous les jours. Alors peut-être une dernière chose sur la question des plastiques dans les océans. Ce qui est assez étonnant et que le grand public ne sait pas toujours, c'est qu'il y a seulement 1% du plastique en fait qui est visible. 1% seulement. Qu'est-ce qui devient après ce plastique? Alors, pour être précis, 1% est visible, puisqu'en fait, 80 à 90% des déchets vont couler. Donc, on ne le voit pas. Ou on peut avoir aussi ce qu'on appelle des microplastiques. Donc, c'est l'autre raison pour laquelle on ne va pas avoir ce plastique. Alors, ce microplastique, d'où il peut venir? On parlait des textiles. On peut aussi parler des détergents, des cosmétiques. Il faut savoir que la plupart, en tout cas jusqu'à l'année dernière, la plupart des produits cosmétiques astringents, dentifrice, peeling, etc., comportaient en France des billes, justement pour que ça soit astringent, pour faire le peeling, etc., des billes de plastique. Donc on s'est allé harmonieusement plein de plastique sur notre corps pour notre bien-être. Et l'idée pour nous, au fur et à mesure, c'est d'arriver à une interdiction de ces microplastiques ajoutés aux produits. C'est le cas des peintures, c'est le cas de détergents, c'est le cas de plein de produits pour lesquels, pour des questions de texture ou pour des questions de fonctionnalité, et le remplacer par des produits naturels. On peut très bien faire un gommage avec du marc de café, avec des noyaux de cerise. Et en plus, on fait une double boucle de l'économie circulaire en récupérant des déchets de l'agroalimentaire. Donc les alternatives, elles existent, les solutions existent. Il suffit juste d'avoir le courage de les mettre en place. Merci beaucoup Antidia. Je vous reposerai une question après donc, sur la question du transport maritime. Jean-Charles Pantecouteau, vous êtes directeur en fait France du Marine Stewardship Council, c'est le label MSC, que vous connaissez peut-être dans la salle, c'est le label pêche durable qui est le plus répandu aujourd'hui. Simplement, je rappelle que ce label il a été créé il y a une vingtaine d'années par WWF et le groupe Unilever. Jean-Charles, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots peut-être sur votre ONG, quelques mots complémentaires, et dresser les grands enjeux autour de la surpêche, parce que c'est une autre des grosses pressions qui pèsent aujourd'hui sur l'océan. Oui. Alors le MSC, c'est Marine Stewardship Council, ça veut dire en français, on peut le traduire par Conseil de bonne gestion des océans. C'est une organisation internationale à but non lucratif qui agit depuis 20 ans maintenant pour lutter contre la surpêche et au-delà de la surpêche, préserver les océans. Alors, il faut rappeler que le MSC est né suite à un choc écologique sans précédent. On est dans les années 90 au Canada, en Terre-Neuve, et la surpêche est tellement intense que le stock de morue, qu'on appelle aussi cabillaud, s'effondre quasi totalement. Et c'est une catastrophe d'autant plus désastreuse, puisque historiquement, c'était un stock très abondant, plusieurs millions de tonnes. Et on a des pêcheurs au début du XXe siècle qui rapportaient, après leur sortie en mer, qu'ils voyaient la surface de l'eau qui devenait grise à cause du dos des poissons qui était tellement abondant. Et un désastre écologique, mais aussi économique, puisque le Canada, à l'époque, impose un moratoire qui détruit du jour au lendemain autour de 35 000 emplois. Et culturel, ça faisait quand même 500 ans que la zone pêchait la morue, donc une tradition ancestrale. Et comme vous l'indiquiez, le WWF et les acteurs de la filière à l'époque s'unissent pour créer le MSC afin de gérer plus durablement la pêche et que de telles catastrophes ne se reproduisent plus. Aujourd'hui, la surpêche, ça reste une réalité. On a autour de 33% des stocks de poissons qui sont surexploités. C'est 3 fois plus qu'il y a 40 ans. Donc il y a urgence à agir. Nous, on agit concrètement à travers 2 leviers. On a une certification des pêcheries qui va récompenser, valoriser les pratiques de pêche durable. On a autour de 360 pêcheries dans le monde qui sont certifiées. Ça représente autour de 15% des captures mondiales. Et de l'autre côté, l'autre levier, c'est le label. Que le grand public connaît et qui permet d'orienter les choix de consommation et acheter des produits issus de la pêche durable. Alors, avant de rentrer dans les enjeux, je peux peut-être
donner quelques mots de contexte, des infos générales de consommation en France, de pêche en France. Peut-être aussi pour la consommation, montrer que quelque part on a un impact aussi en tant que consommateur en France en particulier, puisqu'on est un gros consommateur de poissons. On mange 35 kg de poissons par an et par habitant. La moyenne mondiale est autour de 20 kg. Bon, sans surprise, du thon, du saumon, du cabillaud, du coulin d'Alaska, des crevettes. Et on importe 80%, ça c'est important de le noter, 80% est importé de notre consommation française. Sur la pêche, il faut relativiser le poids de la pêche, disons au niveau international, puisque la pêche en France, les captures, ça représente, on va dire, 10% des captures globales en Union européenne. Et ces mêmes captures de l'Union européenne, c'est 5% seulement des captures mondiales. Donc ça reste, il faut relativiser ce poids de la pêche française. Et puis en termes d'emploi, c'est 16 000 emplois, 16 000 pêcheurs. Donc très peu finalement par rapport à la population active, c'est 0,05% des actifs en France. Sur les techniques de pêche, je ne sais pas si on va en parler, oui. si vous avez je vous apporte un petit graphique. C'est aussi important d'en parler parce que les techniques de pêche, on pense souvent à la pêche. Donc là, vous voyez le nombre de bateaux. En France, c'est un peu plus de 7000 bateaux qui battent pavillon français. J'en ai que 2, ça devrait aller. Et je vous l'indiquais, un peu plus de 16 000 emplois. Là, on voit un caseilleur, donc un bateau qui va pêcher avec la technique de casier. Donc à côté de la pêche, là on peut peut-être aller encore un peu plus loin, on verra le slide qui suit. Et on voit les techniques de pêche. Il y a un deuxième slide qui devrait apparaître normalement. Bon, c'est pas grave, je vais vous le dire à l'oral. On a effectivement d'un côté, à côté de la pêche à la canne, qu'on visualise très bien, il y a le chalut. Le chalut, c'est un engin de forme conique et qu'on traîne. On parle souvent du chalut, mais il y en a des sortes très diverses. Le chalut pélagique qui va être plutôt sur la surface de l'eau. On peut pêcher le maquereau, par exemple, avec ça. Et le chalut de fond qui va pêcher des espèces de fond, poissons plats, par exemple la plie ou la sole. La seine, qui est une technique où on va entourer un banc de poisson et le resserrer autour d'un filet pour le remonter. On peut penser à la bolinche en Bretagne avec la sardine. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a ces techniques-là qui sont des techniques qu'on va dire actives parce qu'elles sont traînées par un bateau. Et ensuite, les techniques plus passives où on pose des éléments, des engins de pêche, des casiers, des filets ou des palangres qui sont des longues lignes auxquelles sont accrochés des hameçons. Peut-être, Jean-Charles, c'est important d'expliquer pourquoi les techniques de pêche, voilà, c'est important. Récemment, il y a l'Europe qui a interdit donc la pêche électrique d'ici à 2021, grâce notamment à l'action de l'association Bloom, qui est dirigée par Claire Nouvian, que vous connaissez peut-être. Pourquoi cette technique de pêche elle était visée, pourquoi elle était vraiment dramatique d'un point de vue écologique. Alors j'en parle au passé, mais elle est encore en cours actuellement. L'interdiction n'interviendra qu'en 2021. Donc déjà cette première question sur la pêche électrique, et ensuite par rapport aux différentes techniques de pêche que vous avez détaillées, est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus impactantes pour l'environnement que les autres ? D'abord sur la pêche électrique, effectivement, elle a été actée, hein, ça va être interdit et mise en application en juin 2021. Et à partir de là, il faut peut-être prendre un peu de hauteur et considérer que cette pêche électrique était active de manière expérimentale, en tout cas c'est ce qui était officiellement indiqué. Et ça représente sur le volume et sur les différentes techniques de pêche, c'est tout à fait anecdotique, même si il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Sur cette pêche électrique, évidemment, on a très peu de recul, c'est une technique qui est récente, et on a très peu de recul scientifique pour évaluer les impacts, et évidemment les impacts des impulsions électriques sur les écosystèmes, qu'on critique beaucoup. De manière générale, sur les techniques de pêche, nous, on ne va pas dire qu'il y a des techniques qui sont bonnes ou mauvaises, on va surtout dire qu'en fonction de la technique, c'est surtout la manière dont on l'applique. Donc je vous parlais du chalut. Le chalut qui est traîné sur un récif corallien, évidemment, c'est une catastrophe. Les récifs coralliens, vous avez 0,25% de la surface océanique, c'est les récifs coralliens, donc c'est très, très, très peu.
très peu de surface et pourtant ça abrite 25% de la vie océanique. Donc c'est important de préserver ces zones-là. Un chalut de fond qui passe sur un fond sableux qui est de toute façon brassé par les courants, eh bien évidemment l'impact il est beaucoup plus minimal sur l'écosystème. Donc c'est surtout ça de dire, une technique de pêche en soi n'est pas mauvaise, c'est surtout la façon dont on l'applique. Antidia, peut-être j'aimerais vous faire réagir sur cette question des techniques de pêche. C'est vrai que voilà, au label MSC, vous avez cette vision-là sur les... Je vous parlerai des enjeux aussi. Hein. Bien sûr, ouais. Sur les différentes techniques de pêche. Antidia, est-ce que chez Surfrider, vous êtes de cet avis, que c'est une question de comment on va utiliser les différentes techniques? Alors évidemment, et ça concerne tous les impacts, en fait, c'est aussi souvent une question d'usage. Pour les plastiques, c'est aussi est-ce que je l'utilise une fois ou je l'utilise une seconde fois qui fait le véritable impact. Et par ailleurs, sur cette question du corail, on est sur une année de l'ICRI, une année dédiée à la préservation du corail. Donc là, on a un point d'attention. Et dans le cadre de la directive que j'indiquais, on a effectivement un point sur la question des filets fantômes, le fait que certains filets continuent de pêcher alors qu'ils ne sont même plus rattachés à un bateau, parce qu'ils sont eux-mêmes un déchet. Et là encore, c'est une question d'usage où on va avoir ce qu'on appelle de la pêche accessoire ou de la pêche fantôme. Donc c'est un point sur lequel nous, on s'inscrit aussi. Et puis, il y a aussi la question de la fin de vie de ces filets ou du recyclage de ces filets, comment on associe les pêcheurs. Donc nous, on va être plutôt sur ce volet-là. Et faire toujours attention quand on va travailler sur le recyclage des filets ou sur les propriétés des filets, qu'ils soient effectivement avec un impact réduit en termes environnementaux, en termes plastiques, mais aussi en termes par rapport à la biodiversité. Donc ne pas perdre ces deux piliers d'impact pour faire nos recommandations vis-à-vis de l'Union européenne. On parlera justement avec toi, Thomas Binet, tout à l'heure, du recyclage des filets de pêche. Il y a des initiatives très intéressantes qui existent d'ores et déjà. Jean-Charles, je vous repasse la parole donc, sur les grands enjeux autour de la surpêche aujourd'hui. Donc il y a la question de la technique. Quels sont les autres enjeux ? Et pour rebondir sur la réponse de Antidia, effectivement, les engins de pêche qui sont perdus en mer ou abandonnés en mer, ça fait aussi partie des déchets qu'on retrouve dans les océans. Et selon les études, c'est entre 10 et 30% des déchets totaux qu'on a en mer. Donc c'est beaucoup, évidemment, et ça nous préoccupe beaucoup. Sur les enjeux liés à la surpêche et au MSC, qui sont évidemment essentiels pour nous, c'est l'impact. Vous parliez d'impact, c'est l'impact sur les écosystèmes. Il y a plusieurs zones d'impact. Disons, on parlait de disparition d'espèces. Si une espèce disparaît, elle sort d'un écosystème, elle sort d'une chaîne trophique, d'une chaîne d'alimentation, donc ça va bouleverser complètement un équilibre. Ça, d'une part. D'autre part, les pratiques de pêche, les techniques sont mal utilisées. Des exemples, on a parlé des récifs coralliens, mais aussi des captures accessoires, des captures accidentelles. Quand vous êtes pêcheur, vous pêchez, vous avez une espèce cible, vous pouvez pêcher du thon ou autre chose, et parfois vous allez capturer des choses que vous ne voulez pas. C'est important de minimiser au maximum ces captures accessoires pour éviter d'avoir des requins qui sont importants dans les chaînes trophiques, pour éviter d'avoir des mammifères marins, des dauphins, ou même des oiseaux, parce que les oiseaux sont très attirés par les engins de pêche. Alors ça, c'est un niveau d'enjeu. Un autre axe d'enjeu, c'est on le ressent moins dans les pays développés en France, mais c'est l'enjeu de sécurité alimentaire. Une espèce qui disparaît dans certaines zones, c'est une catastrophe parce que pour 1 million de personnes dans le monde, le poisson représente la source première, la plus essentielle de protéines animales. Donc évidemment, par rapport à ça, c'est un enjeu de survie qui se pose beaucoup moins ici puisqu'on a d'autres sources de protéines. Et puis enfin, la connaissance. Ça, c'est important, la connaissance. J'aime bien cette phrase de Cousteau qui dit que pour protéger, il faut aimer, et pour aimer, il faut connaître. Donc c'est cette connaissance au niveau scientifique, elle est importante au niveau de la pêche parce que ça permet de cartographier les fonds marins, de savoir où on va et d'éviter des zones, puisqu'on les connaît. Et puis au niveau des citoyens, si je vous ai parlé de ces si je vous ai donné ces informations sur la consommation, sur la pêche, c'est aussi parce que on a tendance un peu à méconnaître le sujet de la pêche et à avoir nous tous, des idées reçues là-dessus. Donc c'est important d'informer et de sensibiliser. Donc voilà, ces enjeux d'impact environnementaux, sécurité alimentaire et de connaissances.
J'avais envie juste qu'on parle rapidement du transport maritime, qui est également un sujet en fait, qui est assez peu connu du grand public. Donc chez Surfrider, c'est un de vos sujets de plaidoyer. Voilà, quels sont les chiffres aujourd'hui du transport maritime et quels sont les impacts, encore une fois, sur les milieux marins et les perspectives d'ici 2050 ? Sur le transport maritime, j'ai envie de me consacrer plutôt sur 2 impacts en particulier. Vous avez dû voir ce très beau paquebot à l'extérieur. Le transport maritime, c'est 3% de nos émissions à effet de serre. Donc c'est 90% de nos marchandises qui sont transportées par transport maritime, mais c'est aussi un important facteur d'émission et à l'heure actuelle, il n'est pas régulé. À savoir, on n'a pas un objectif contraignant de réduction de ces gaz à effet de serre. Il y a effectivement, et c'est une petite victoire depuis le mois d'octobre, un engagement du secteur à réduire de 50% pour 2050. On n'est pas sûr qui nous permettra d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, les fameux 2 degrés. Donc il y a un énorme besoin de travailler sur cette question des gaz à effet de serre. Comment on travaille dessus? C'est en changeant de carburant, en mettant en place ce qu'on appelle des sortes de pots catalytiques pour les navires, les scrubbers, parce qu'il y a des CO2 qui sont émis, certes, mais ce qui est le plus dangereux en fait dans les émissions de gaz à effet de serre des navires, ce sont les émissions de soufre. C'est ce qui peut atteindre notre santé, notre appareil respiratoire quand on est à proximité d'une zone portuaire. Et il y a également des microparticules qui, en plus, quand elles sont relâchées dans des zones polaires, vont venir couvrir les glaciers, produire ce qu'on appelle du black carbone et réduire la capacité des glaciers à faire ce phénomène d'albédo, de régulation. Donc, pour moi, il y a cette première urgence, c'est de travailler sur les émissions. Puis il y a un sujet qui est, que j'indiquais plus tôt, qui là pour le coup pas du tout régulé, c'est la question de comment on transporte quand on transporte par conteneur. Depuis les années 70, on est passé par x10, x100 le transport par conteneur. Et la convention qui régule ce transport-là date des années 73. Donc autant vous dire qu'entre la convention et le progrès technologique, il y a un écart énorme. Et juste pour vous donner un exemple, il n'y a aucune obligation de déclaration de façon harmonisée des conteneurs. Donc nous, quand on a commencé à vouloir travailler sur c'est quoi l'impact de la perte de conteneurs dans le monde, on s'est heurté à un manque de transparence, à une incapacité là, de trouver une connaissance complète et fiable sur ces pertes de conteneurs. On a eu la chance d'avoir l'Espagne qui a été relativement coopérative pour nous donner leur déclaration. Et quand on a commencé à lire les bulletins, il y avait écrit on a perdu quelques conteneurs en mer. Donc on ne savait pas où, on ne savait pas quoi, on ne savait pas combien. Et là, pour l'instant, c'est ce qui est en vigueur. Et notre objectif, et dans le cadre de la loi l'homme sur la mobilité, on essaie de faire passer des amendements pour qu'il y ait au moins cette obligation de communiquer qu'est-ce qui a été perdu, quel type de marchandises. Que souvent on nous dit oui, c'est 0,01 de ce qui est transporté qui est perdu. Oui, mais si c'est un conteneur de déchets nucléaires qui est perdu, autant vous dire que c'est un impact considérable. Et l'acide sulfurique, la dernière fois, est un impact considérable. Là, pour toute la chaîne trophique, aussi bien pour d'autres secteurs économiques qui peuvent être pris en considération, et aussi quand on retrouve des téléphones Garfield, quand on retrouve des Lego, etc., c'est encore d'autres déchets qui viennent sur nos plages. Donc pour nous, c'est vraiment ces 2 priorités, mais on sait qu'il y a les peintures, on sait qu'il y a les espèces indigènes qui sont transportées. Donc on a tout un rapport sur le site de l'association, si ça vous intéresse de creuser les recommandations et les impacts. Thomas Binet, alors toi tu es multi-casquette, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît bien. Donc tu es docteur en économie de l'environnement, ingénieur agronome, agriculteur, fondateur du cabinet Vertiblab sur Bordeaux. Donc c'est un bureau d'études et de recherche en économie de l'environnement. On n'a pas parlé d'acidification des océans, de réchauffement des eaux, de tous ces mots un petit peu compliqués, de toutes ces notions qui font que les océans sont vraiment en danger. Et quels sont en fait les impacts à long terme de tous ces changements à la fois sur les écosystèmes et aussi pour nous en tant que vivants sur la Terre? Qu'est-ce qui se passe en fait si l'océan il va pas bien? Bonjour. Puisqu'on en est à lister les bonnes nouvelles, je vais continuer. Donc,
Oui, vous savez tous, vous avez tous entendu parler de la montée des eaux, en tout cas de la modification des courants maritimes et du réchauffement de certaines eaux, et puis voilà, de cette montée des eaux. Il y a un souci supplémentaire, c'est celui de l'acidification des océans. Et en fait, on en entend très peu parler, ou alors c'est listé un peu comme ça, là, allez, on le met dans le panier des mauvaises nouvelles. Moi, je- personnellement, c'est un sujet qui me préoccupe peut-être plus que les autres, ce sujet de l'acidification. Et alors, je ne suis pas biologiste, mais je vais essayer de vous l'expliquer. En fait, donc, bon, le CO2 dans l'atmosphère, ça, vous êtes briefé sur le fait qu'on soit responsable de cette forte proportion de CO2 dans l'atmosphère aussi. Il faut savoir que l'océan, donc on respire un coup sur deux pour lui, enfin, je ne sais plus ta formule, mais en tout cas, lui, il nous rend d'énormes services et notamment, il capture 30% de ses émissions de carbone supplémentaires dans l'atmosphère. Donc c'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Voilà. Les eaux de surface, en fait, prennent le carbone atmosphérique gazeux pour le dissoudre dans l'eau. Donc ça, c'est super intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive un petit peu à un point de bascule, c'est-à-dire que les eaux de surface saturent avec ce CO2 qui est dissous. En gros, la réaction chimique qui se passe, hein, c'est des ions plus et des ions moins qui font du carbonate et de l'hydrogène qui se mettent ensemble et qui sont bien ensemble, donc ils restent comme ça. Sauf qu'on arrive aujourd'hui à saturer un peu ces eaux de surface et la capacité à absorber du carbone est moindre maintenant pour ces eaux de surface. Donc voilà, aujourd'hui on en est à ce point-là. Donc ce qu'on appelle l'acidification, c'est le fait qu'il y ait plus, que tout soit bouché, quoi. Et en termes de conséquences là-dessus, c'est les micro-organismes. En fait, les micro-organismes, ils élaborent leur squelette avec des ions carbonates. Et ces ions carbonates, ils sont attrapés par les ions hydrogène. Et donc, c'est un peu comme si, aujourd'hui, finalement, alors, ce n'est pas l'acidification en elle-même, ce n'est pas comme si on plongeait du squelette calcaire dans des bains d'acide sulfurique. C'est plutôt comme s'il n'y avait plus assez d'ion carbonate pour construire son squelette. C'est un peu comme si vous vouliez construire votre maison et puis il n'y a plus de briques au point P. Voilà. Et donc c'est un problème parce que ce plancton qui est à la base de la chaîne alimentaire, dont les poissons dépendent et dont nous dépendons également, ils ne peuvent pas se développer et donc ils se comportent bizarrement et finalement il a tendance à se réduire. Donc ça a une conséquence énorme sur la chaîne alimentaire et la conséquence la plus visible, elle est notamment sur les coraux. Alors les coraux, donc vous savez, c'est une symbiose entre un polype et puis une microalgue. Et donc ce corail, il est fait de squelettes calcaires. Donc le calcaire, donc c'est carbonate, donc c'est fait avec du CO2 dissous dans l'eau. Et donc les coraux aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'acidification, donc ils ne peuvent pas construire leur squelette. Et vous avez vu tous ces atolls, là, ces cercles de corail qui sont faits, en fait, qui sont des biostructures, qui sont des bioconstructions. La barrière de corail qu'on peut voir de la Lune, en fait, ça fait partie des plus belles réalisations biologiques. Hein. Et puis, donc, ces atolls dont les gens dépendent, donc les coraux offrent une forte protection puisqu'ils réduisent 80% de la force des vagues. Ils sont responsables d'1 milliard, on dit qu'1 milliard de personnes dépendent de ces récifs coralliens. Ils sont responsables de, en gros, 50 milliards du PIB du tourisme sur les espaces et de 50% de l'apport protéique de certaines populations de certains pays. Donc certaines communautés dépendent intimement du corail pour leur survie. Et donc là, on va en fait réduire, à cause de cette acidification des océans, on va réduire la capacité des coraux à grandir. Or, la Terre, les îles s'enfoncent de manière naturelle, hein, elles s'enfoncent, et le corail a tendance à se construire sur lui-même pour rester à la surface et assurer ce rôle de protection, ce rôle d'accueil des poissons, etc. Et donc là, on va l'empêcher de fabriquer sa bioconstruction, on va l'empêcher de monter. Et donc, de fait, on menace par cet effet-là toute la survie de ces populations. Donc voilà, ça c'était la bonne nouvelle, mais moi je pense que la conséquence de cette acidification, on l'ignore encore, on ne sait pas exactement très bien comment ça va pouvoir, tout ça va pouvoir évoluer.
Bon, il y a des pistes positives, mais puisqu'on n'en parle pas, des pistes positives, on en parlera peut-être plus tard. On va y passer justement, parce que là, je pense qu'on a reçu assez de bonnes nouvelles. On va maintenant passer vraiment à la partie des solutions concrètes et des pistes qui sont explorées. J'avais envie de commencer par la pêche. Donc, Jean-Charles Pantecouteau, voilà, quelles sont les solutions pour une gestion durable de la pêche ? Est-ce qu'il est possible de reconstituer des stocks ? Peut-être vous avez voilà, sûrement plein d'exemples concrets de solutions qui ont été mises en œuvre, d'accompagnement que vous avez pu mener au sein du label. Donc voilà, remontez-nous un petit peu le moral, s'il vous plaît, Jean-Charles. Oui, des solutions, des réalisations concrètes, on en a plus d'un millier. Je vais vous en donner une ou deux, mais très parlantes. Pour nous, la gestion durable de la pêche, c'est de pouvoir d'un côté assurer une activité de pêche qui est pérenne et productive, parce qu'on l'a rappelé, l'enjeu il est aussi de la sécurité alimentaire, hein, d'assurer cet apport protéinique pour ce milliard de personnes qui en dépend. Et puis de l'autre, de pouvoir garantir que le stock sur lequel on pêche est en bon état et en capacité de se reconstituer, et qu'on va avoir un impact minimal sur l'écosystème. Donc ça, c'est pour nous notre vision d'une pêche durable, et d'ailleurs toutes les pêcheries certifiées MSC doivent garantir ce résultat. C'est une obligation de résultat qui est prouvée parce que quand une pêcherie se fait certifier, c'est par un organisme de certification indépendant comme EcoCert ou Bureau Veritas, comme on peut retrouver ce système-là aussi avec le label agriculture biologique. Alors, et c'est aussi un système de certification qui oblige à constamment s'améliorer parce que vous allez avoir des notes en tant que pêcherie certifiée, et puis vous devez sur ces notes-là aller encore plus loin. Et depuis la création du MSC, on a un peu plus de 1200 améliorations de pratiques de pêche qui ont été mises en œuvre. Je vous donne maintenant des exemples concrets. Pour ce qui concerne par exemple améliorer un état des stocks, il y a le hoki. Le hoki, c'est un poisson qui évolue autour de la Nouvelle-Zélande. On a une pêcherie qui est certifiée, hein. Ça a été la 3e pêcherie certifiée MSC au monde en 2001. Le hoki, il est connu en France parce qu'il arrive... un bateau arrive au port. Donc je rappelle que ces bateaux transportent parfois jusqu'à 5000 personnes et polluent énormément, hein. Voilà, je me permets de le dire quand même. Voilà, donc ce hoki, il nous arrive en France surgelé, sous forme de filet ou pané. On le retrouve principalement dans la restauration collective, dans nos cantines scolaires. Il est connu comme ça. Et quand la pêcherie au départ est arrivée en certification, il y avait 2 stocks. Hein. Le hoki, c'est 2 stocks principaux en termes de zone. Un stock oriental qui était dans un état assez médiocre et qui est aujourd'hui maintenant totalement reconstitué. Et puis le stock occidental qui entre 2001 et aujourd'hui a plus que doublé. Donc des résultats qui sont très bons. Et comment on a pu mettre ça en place? Alors d'une part parce qu'évidemment il y a eu des quotas. Entre 2001 et 2008, c'est passé de 250 000 tonnes à 90 000 tonnes. Donc déjà laisser un peu respirer le stock de poissons. Et puis d'autre part, des mesures qui ont visé à protéger les juvéniles. Différentes mesures, hein. Il y a tout un dispositif entier. Mais un exemple, c'est par exemple dire aux navires, quand ils ont 10% de leur capture qui sont des petits poissons, d'aller circuler dans d'autres zones de pêche. Ça, c'est un exemple qui est très parlant sur la reconstitution d'un état des stocks. Sur les captures accidentelles, il y a aussi, on peut en parler, sur la légine. La légine, c'est un poisson qui est très peu connu en France, qui évolue dans l'océan austral. Alors la légine, on avait un souci avec la légine sur la capture accidentelle d'oiseaux. Donc au départ, cette pêcherie certifiée par an, c'était plus de 1000 oiseaux tout confondus qui étaient capturés et donc qui étaient tués. Ce qui a été mis en place, c'est pour les albatros, c'est de pêcher plutôt la nuit parce que l'albatros est active le jour. Et ensuite, il y a une autre espèce qui est menacée par l'UICN, une espèce considérée menacée par l'UICN. Et là-dessus, qui est compliqué de protéger quand on pêche la nuit, parce que justement, ils sont actifs la nuit. Donc, on a mis en place d'autres solutions. C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple, il faut quand même le mettre en place. C'est d'alourdir le poids des lignes pour qu'elles coulent plus rapidement. De changer la couleur des lignes pour qu'elles soient moins visibles pour les oiseaux, mettre des lignes d'effarouchement qui sont des sortes d'épouvantails qui vont éloigner ces oiseaux. Et puis évidemment, avoir des périodes qui sont fermées à la pêche
pour permettre, qui correspondent à des périodes de reproduction, pour permettre à ces oiseaux de se reproduire plus facilement. Voilà un dernier exemple peut-être. Oui, allez-y. Et ça c'est intéressant, sur l'enjeu de connaissance. Une pêcherie de crevettes d'eau froide au Groenland, qui au moment de son évaluation MSC, c'était en 2008, on lui indique, les auditeurs et les experts scientifiques lui indiquent, bon, il y a quand même un vrai manque de connaissances sur les fonds marins, et donc à partir de là, les pêcheurs se sont associés avec la Société zoologique de Londres pour embarquer des caméras et cartographier les fonds marins. Et on a découvert que dans ces fonds marins, il y avait des organismes vivants, des organismes benthiques, donc des organismes vivants qui sont accrochés au fond, ça peut être des anémones par exemple, et un habitat fragile, notamment un invertébré qui est très fragile, qui s'appelle la plume de mer. Et donc à partir de là, la pêcherie a changé complètement sa pratique de pêche et n'a plus du tout touché le fond, et également mis en place une aire marine protégée pour protéger les coraux sur la zone. Donc vous voyez des exemples très concrets qui correspondent à des enjeux d'état des stocks, de capture accessoire, donc écosystème, et puis également d'amélioration de connaissances. Parce que évidemment, quand un pêcheur pêche dans le noir, il n'a aucune information sur le milieu dans lequel il pêche, c'est plus compliqué d'aller protéger l'environnement. Alors ça fait du bien d'avoir des exemples de solutions. Mais en vous écoutant, j'ai quand même l'impression que c'est un travail de fourmi, parce qu'il va falloir aller adresser chacune des problématiques avec chacune des pêcheries pour chaque zone. J'ai l'impression que c'est un travail de titan quand même. C'est au cas par cas, hein, complètement, ouais, parce que chaque zone est spécifique, chaque écosystème est unique, et les techniques de pêche, on les a vues, et elles sont toutes différentes, donc il n'y a pas de solution entre guillemets miracle, et il faut au cas par cas. La certification, par exemple, au MSC, eh bien, c'est une évaluation qui prend du temps et qui est auditée. Il y a des experts scientifiques qui s'y collent, et la certification, elle n'est pas, disons, obtenue comme un diplôme. Il y a, je l'indiquais, des améliorations qui doivent être conduites. Voilà, donc c'est vrai que c'est du cas par cas complètement. Est-ce qu'il y a des régions du monde qui sont plus ou moins sensibles à ces questions, plus ou moins ouvertes à travailler aussi sur cette amélioration? Est-ce qu'il y a des pays, par exemple, où c'est plus compliqué, voilà, d'adresser ces sujets-là? Oui, alors il y a des zones qui sont plus compliquées que d'autres. Et d'ailleurs, des zones qui ne sont pas du tout éloignées de là où on vit. Hein. C'est la Méditerranée. Si on parle de stocks surexploités, c'est la pire zone au monde. Après, oui, c'est vrai qu'en fonction des zones dans le monde, le Pacifique, par exemple, va beaucoup mieux. Dans le Pacifique, globalement, on est autour de 20% de surexploitation de stocks par rapport à la moyenne mondiale qui est autour de 33%. Mais la Méditerranée, on est, je pense, jusqu'à 80% de surexploitation de stocks sur les stocks qui sont évalués. Hein. Parce qu'il y a un problème d'évaluation du stock et encore une fois un problème de connaissance des milieux en Méditerranée, notamment aussi parce que les marins, les captures de pêche ne sont pas forcément très bien documentées. Donc on a un problème de données sur les captures. Parce que la mer Méditerranée, on annonce quand même que c'est la prochaine mer morte. Elle pourrait donc vraiment mourir, être un espace mort. Pourquoi on n'arrive pas en fait à se saisir de ce sujet? La Méditerranée, c'est quand même c'est chez nous, quoi. Pourquoi on s'en occupe pas? C'est vrai, c'est pas loin, c'est chez nous. On pourrait penser, il y a l'Union européenne et il y a des réglementations, mais après c'est aussi, et ça on peut revenir à cette certification. Hein, au MSC, c'est important, on a 3 piliers. 2 piliers, c'est le pilier d'état des stocks, veiller à ce qu'ils soient en bon état. Pilier écosystémique, impact minimum sur l'écosystème. Et un 3e pilier sur lequel je ne me suis pas avancé, c'est la gestion. C'est la capacité des pêcheries à avoir une gestion qui est fiable, une gestion qui est concertée, parce que souvent les espèces évoluent dans des zones qui sont partagées entre plusieurs pays. Et il y a une vraie difficulté parfois dans certaines zones à se concerter. Et voilà, donc c'est surtout cet aspect de gestion qui va poser problème en Méditerranée en particulier. Thomas, on va parler rapidement des déchets plastiques. On va revenir sur eux. Est-ce que c'est un leurre de croire qu'on va réussir à nettoyer les océans de tous ces déchets plastiques et qu'il suffirait d'aller ramasser avec un grand filet de pêche le 7e continent de plastique? Je pense qu'Antidia a donné un peu la réponse tout à l'heure. Que dire? J'ai lu le bouquin sur la semaine de 4 heures qui est écrit par un Américain où c'est l'histoire d'un gars qui travaille 4 heures par semaine. Et son leitmotiv,
ce que j'ai retenu, en tout cas, c'est à la sauce américaine, donc il faut aimer, mais c'est la loi de Pareto, c'est-à-dire 20% d'efforts pour 80% de résultats. Donc, on vient d'entendre que 1% des déchets des océans sont à la surface. Donc les autres sont au fond. On a retrouvé, je crois, une poche plastique au fond de la fosse des Mariannes à moins 10 000 mètres. Donc ça y est, on est partout. Mais celle-là, elle ne va pas être facile à aller chercher. Donc a priori, le plus facile, ce serait celui de la surface. Et en fait, on ne sait même pas ramasser ça de manière efficace. Donc la solution, c'est d'aller les chercher. C'est le déchet qu'on ne crée pas, ça c'est clair, et puis d'aller les chercher sur Terre avant qu'ils rejoignent les océans. Ça c'est clair. Si on doit concentrer nos efforts, je dirais que c'est un peu ça en tout cas. Donc toi justement, tu as mené toute une étude pour mettre en place le recyclage de filets pêche en Polynésie française. Tu nous as ramené d'ailleurs des images qui sont magnifiques et qu'on va projeter tout de suite, si elles arrivent. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce que vous avez mis en place là-bas ? Alors oui, rapidement. Donc, nous, on travaille en Polynésie française. Donc ça, c'est une ferme perlière à Mangareva. Donc c'est l'archipel des Gambiers. C'est à près de 2000 km de Tahiti. Il faut savoir que la Polynésie française, c'est grand comme l'Europe. Ça, c'est une ferme perlière donc, où on produit de la perle de Tahiti, ces perles noires qui sont assez connues. Et donc on travaille là-bas. Voilà, vous avez d'autres photos. En fait, l'objectif, en fait, c'est un peu comme l'huître d'Arcachon, sauf que c'est pas la même espèce. Et puis on va les greffer pour obtenir des perles. C'est une industrie, c'est une des plus grosses, c'est en tout cas le plus gros contributeur de l'économie polynésienne là-bas. Donc vous voyez un peu la façon dont on les cultive. Voilà, donc avec des lignes, on colle les huîtres sur des lignes. Il y a, vous voyez, beaucoup de bouées qui sont mis, beaucoup de cordes. Donc tout ça représente beaucoup de plastique. Et le revers un peu de la médaille, c'est que c'est cultivé dans les lagons. Et au fond de ces lagons, par 30 à 40 mètres de fond, voilà ce qu'on y trouve. Donc beaucoup de plastique, voilà. Et en fait, pourquoi tout ça se passe ? Parce que en fait, on est dans une logique un peu de chasseur-cueilleur, c'est-à-dire on va aller, une fois que le matériel est abîmé, on coupe et puis on laisse les déchets rejoindre le fond. Donc nous, dans le cadre de notre projet, on nous a demandé de résoudre ce problème-là. On est des économistes et on nous a dit, bon, ben, il faut que vous vous débrouillez pour aller rapatrier les déchets, donc soit financer aller chercher les déchets qui sont au fond, donc pas facile, soit empêcher les futurs déchets de rejoindre le fond. Et vous allez nous financer une collecte des déchets pour amener des déchets jusqu'à Tahiti. Et donc déjà qu'on a du mal pour nous à faire passer une benne à ordures pour les 10 km à la ronde, vous imaginez pour faire entrer à 1500 km ou 2000 km les financements impliqués par ça. Donc on a travaillé là-dessus. Vous voyez un peu quelques exemples. En termes de production par ferme, c'est assez considérable. Et ça représente un gisement potentiel de déchets de 1500 tonnes par an environ. Donc on n'est pas sur des choses c'est des choses substantielles. Alors on s'est dit, bon, plutôt que d'aller chercher à faire financer de la collecte de déchets pour les renvoyer en Nouvelle-Zélande ou je ne sais où encore, où ils seront enfouis ou recyclés ou autres, on va essayer de réfléchir à comment les recycler sur place ou au moins en Polynésie. Donc on a rapatrié des déchets à Bordeaux, à l'IUT de plasturgie. Donc là, vous voyez, c'est des profs de l'IUT de plasturgie qui ont été super, qui nous ont aidés, où on a coupé, lavé, trié des cordes, des bouées et des déchets qui viennent de la perliculture polynésienne. Et on s'est rendu compte en fait que ces déchets, ils étaient recyclables et que la matière qu'on pouvait faire à partir de ces déchets, en fait, elle était au moins aussi solide que les bouées, les cordes originelles. Et donc on a réussi à convaincre en tout cas les plasturgistes de Polynésie de s'engager dans cette démarche-là et de réutiliser ces déchets. Bon, restait encore à développer le modèle économique pour broyer, rapatrier une partie des déchets jusqu'en Polynésie, mais broyer pour pouvoir les recycler, ou alors les recycler sur place. Et là, on a trouvé une invention qui vient de Californie, qui est absolument géniale. C'est un container qui fait du rotomoulage. C'est-à-dire, on met dans un moule, on met de la poudre de plastique, on va faire chauffer ça. Donc, en général, c'est fait avec de l'électricité. Mais là, c'est des héliostats, donc c'est des miroirs qui vont aller concentrer les rayons du soleil sur ces fours. Le four tourne.
Et on peut en sortir un kayak, une fosse septique, un dock flottant, etc. On peut l'installer à peu près partout. Et donc notre idée, c'était de dire, installons ça en Mangareva, dans les Gambiers, pour pouvoir recycler directement sur place les déchets et faire d'un déchet finalement une ressource, parce que c'est vraiment des gens qui sont loin de tout, et d'utiliser ça comme un nouveau matériel. Et donc on est en train de travailler là-dessus avec le gouvernement de Polynésie française, avec un certain nombre de partenaires. On est très content parce que c'est très concret. Ça pose des questions de modèle économique, ça pose des questions d'organisation, de catalyseurs. Nous, on vient un peu comme les mouches du coche, c'est-à-dire personne n'a envie d'être dérangé dans cette filière où tout se passe bien, les gens qui importent le plastique importent du plastique, voilà. Et nous, on vient faire un peu la mouche du coche et on est très content de ça parce qu'on écrit beaucoup de rapports que pas grand monde ne lit parfois. Donc là, c'est très concret et on est très content d'avoir pu contribuer à ça. Reste maintenant à poursuivre et à pérenniser ces mécanismes-là. Il y a un autre projet assez concret quand même, on peut dire, sur lequel tu travailles, Thomas. C'est sur des nouvelles formes de financement. Parce que se pose évidemment la question de qui va payer en fait pour protéger les océans. Donc tu travailles sur du financement innovant, un projet qui s'appelle Blue Seeds. Et là, on est vraiment sur de nouvelles formes. Voilà, où est-ce qu'on peut aller trouver donc, ces sous-là? Est-ce que tu peux nous expliquer aussi quel est ce projet et comment on peut trouver les fonds nécessaires pour protéger les océans? Oui, bien sûr. Le financement des océans, enfin, vous avez peut-être entendu parler des Aichi Targets, qui sont ces objectifs que nos politiques fixent de manière régulière et qui s'empressent de ne pas respecter. On a fixé il y a quelques années maintenant un objectif de protéger 10% des océans en 2020. Voilà. Et en fait, les estimations qui ont été faites, c'est que pour protéger ça, il nous faudrait en fait 3 à 7 milliards pour pouvoir efficacement protéger cet espace-là. C'est de l'argent qui manque aujourd'hui. Donc, il y a un sujet lié au financement. Donc, est-ce que les ONG, qui font un travail énorme aujourd'hui sur le terrain et via des dons, via des contributions des citoyens, via aussi des subventions publiques. Est-ce que tout ça, ça va suffire? La réponse est non. Clairement pas. On n'arrive pas aujourd'hui à pouvoir mettre en place efficacement une protection. Et donc, la solution, elle vient certainement de la finance privée. Elle vient certainement des entreprises de ce secteur de la finance qui parlent beaucoup d'océans, qui parlent beaucoup d'environnement, mais qui aujourd'hui encore peinent à rejoindre ce secteur-là. Et donc, nous, on travaille sur cette logique-là. Vous avez tous entendu parler de l'impact investing. Enfin, en tout cas, c'est un peu un des mots-clés ici à cette conférence. L'impact investing, c'est l'investissement par la finance privée à impact. Et donc à impact social ou à impact environnemental. Et les fonds d'investissement, aujourd'hui, s'intéressent beaucoup aux océans pour arriver à générer des revenus à faible risque, tout en ayant un impact environnemental. Donc, c'est pas forcément évident à monter. Et donc nous, notre projet Blue Seeds, qui se concentre aujourd'hui sur la Méditerranée, qui concentre tous les enjeux, toutes les difficultés, c'est d'essayer de développer des mécanismes de financement innovants et des solutions concrètes, entrepreneuriales, sur un certain nombre de sites pilotes et d'essayer d'avoir cet effet de réplicabilité, quoi. Très concrètement, c'est avec quel type de solution que vous allez pouvoir dégager justement des revenus? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des solutions super innovantes dans la finance qui émergent. Par exemple, on assure aujourd'hui du récif corallien au Mexique. Les hôteliers, les restaurateurs payent une prime d'assurance pour assurer le récif corallien au Mexique. Et en cas de cyclone, donc c'est une assurance qui se déclenche, on appelle ça des assurances paramétriques, qui se déclenchent à un certain niveau de vent, par exemple quand il y a un cyclone, et tout de suite ça permet d'avoir une prime
d'accéder à une grosse enveloppe qui permet de tout de suite pouvoir travailler, restaurer rapidement. C'est ça le plus gros problème. Donc il y a des assurances pour nature. Les Seychelles aussi jouent le rôle de pionnier en la matière puisqu'ils travaillent sur des effacements de dettes. Vous savez qu'il y a des dettes entre pays, des dettes souveraines, et notamment certains pays d'Europe ont effacé de la dette en échange d'un investissement dans de la nature, en échange d'un investissement dans la conservation marine. Donc il y a des mécanismes qui marchent assez bien. Alors tout ça, c'est très vertueux. Nous, on travaille aussi plus spécifiquement sur le terrain à essayer d'attirer des financements, de monter des modèles économiques qui ont du sens. Et pour ça, on cherche des solutions entrepreneuriales sur le terrain. Alors, en Méditerranée, clairement, ce n'est pas les Seychelles, il y a beaucoup plus d'enjeux. Il y a une soif de développement économique qui est énorme. J'étais en Croatie là, cette semaine, où sur une île, où c'était la Méditerranée comme il y a 30 ou 40 ans, et c'est difficile de leur dire non, il ne faut pas vous développer, il ne faut pas faire des hôtels. Ils pensent aussi avoir droit à leur part de la croissance. Et donc, on cherche à développer, à faire des modèles hybrides où on génère de l'impact positif tout en ne grévant pas le développement socio-économique. Et je vous donne un exemple. Donc tout ça, ça passe par exemple des incubateurs de solutions. On incube actuellement un projet qui s'appelle Ocean Stream, qui est dans nos locaux à Darwin, et dont l'objectif en fait est de capturer des images sous-marines, donc d'installer une webcam sous l'eau dans une aire marine protégée et de vendre en fait ces images-là. Quel est l'intérêt de ça? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 1 an ou 2, on a parlé d'un aquarium à Bordeaux, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, et il y avait une pétition, je crois qu'il y avait recueilli 15 000 signatures pour le bien-être animal, c'est-à-dire pour un aquarium sans poissons. Et bien avec cette solution-là, on pourrait clairement développer un aquarium sans poissons et qui pourrait financer par une part des entrées les aires marines protégées qui sont à plusieurs centaines de kilomètres, et on pourrait notamment en bénéficiant d'une visite d'aquarium pouvoir financer des écosystèmes de Posidonie, des écosystèmes hyper importants de la Méditerranée qui aujourd'hui sont menacés, et puis essayer de maintenir l'économie locale là-bas. Merci Thomas. Antidia, demain on va élire nos représentants au Parlement européen. Est-ce que les solutions, elles sont à chercher au niveau européen? Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Europe en fait sur tous ces sujets-là? Nous, on a plutôt habitude pour dire qu'on peut aussi bien voter à la caisse que voter dans les urnes pour changer la protection de l'environnement. Donc voter à la caisse, c'est faire ses choix de consommation alternatifs. Et voter aux urnes, on a fait le choix cette année, dans le cadre de la campagne des élections européennes, de lancer une consultation qui s'appelait Voice for the Ocean. Vous pouvez retrouver les résultats en ligne pour savoir ce que les citoyens, non pas juste Surfrider, voulaient voir à l'agenda des prochaines élections européennes. Donc les sujets qui sont venus en tête, c'est microplastique, abandon des fossiles, en mer en particulier, et la question du transport maritime. Sur la base de ces demandes des citoyens, et en plus des mesures qu'ils ont souhaité voir comme prioritaires, parce qu'il y avait aussi le choix de choisir à partir de ce sujet-là, qu'est-ce que vous voulez voir mis en place. Nous, on a fait un peu mâché le travail. On a fait une analyse de tous les programmes des partis politiques français, espagnols, allemands, belges. Et vous avez tous les résultats en ligne. Donc, c'est Voice for the Ocean. Si vous n'avez pas encore pour qui voter demain, vous pouvez voter pour l'océan. À savoir vous renseigner sur quel parti politique a choisi de mettre quelles mesures en place sur les sujets océans. Quel parti, si vous ne le trouvez pas, c'est qu'il n'a pas de mesure dans le listing. C'est assez facile. Si vous le trouvez, vous verrez le détail de ce qu'il a pu mettre en œuvre ou décider ou promis de mettre en œuvre. C'est toujours des promesses, on le sait. Et nous, derrière, on sera là au Parlement européen dès le mois de septembre, parce qu'on a un bureau à Bruxelles pour remettre la pression sur ces engagements politiques, pour faire en sorte que l'océan soit au cœur de l'agenda européen, mais aussi international. On a un important événement au mois d'août à Biarritz, qui est le G7. C'est la réunion de l'ensemble des importantes puissances internationales. Et à l'occasion de ce G7, on aura également un grand sommet comme ici, avec
4 jours de conférences qui seront streamés online pour que les gens qui n'ont pas envie de passer 12 badges pour arriver jusqu'au centre-ville puissent les voir depuis leur canapé sur les différents enjeux dont on a parlé ce matin, aussi bien les déchets, la biodiversité marine, le climat. Donc c'est du 20 au 23 août, vous aurez bientôt dans les médias plein d'informations. Puis si on veut vraiment aussi donner un signe aux politiques, le 8 juin, c'est la journée mondiale de l'océan et on lance une marche à Paris. Il y a de nombreux partenaires, MSC en fait partie, avec la plateforme Océan et Climat, avec le WWF, avec voilà, plein de partenaires. Il y a les grèves pour le climat, c'était hier. On veut continuer de marcher pour que l'océan soit au cœur des politiques nationales et internationales. Merci à tous les trois. On va maintenant accueillir le père du Plastic Man, Sergio Penzo. Et après, on vous donnera la parole. Vous pourrez poser donc vos questions aux intervenants. Sergio, je vais vous demander de nous rejoindre. Vous allez prendre place ici. Voilà. Donc, on va faire cet échange en anglais parce que Sergio, en fait, vit à San Sebastian. Donc, je vais pouvoir vous montrer mon meilleur anglais ce matin. Voilà, donc Sergio, je vous fais juste la présentation en français, puis après on bascule en anglais. Sergio, donc vous êtes le directeur créatif du collectif Pantalassa. Vous avez d'ailleurs votre stand à l'entrée du village des solutions. C'est un collectif en fait qui regroupe des artistes activistes qui œuvrent pour la protection des océans. And so, Sergio, can you just present us the Plastic Man? And how you did it? Yeah, the idea of the Plastic Man came out of the interest of putting a mirror in front of people so that they see that their actions, their behaviors has a direct impact on what happens to the seas. So what we did is we collected plastic from San Sebastian to Bilbao, from Biarritz to Bilbao, all the coast, and we put that plastic and we created this installation. And the nice thing is that when you get closer to it, you realize all those single-use plastics that we use in our everyday, you kind of see them and then you see, wow, this is what happens after I use them, this is where it ends. Je vais faire une très rapide traduction. Donc, c'est uniquement des plastiques qui ont été ramassés sur les plages. Et l'idée était vraiment de mettre les gens face à la réalité de notre consommation de plastique. Et qu'en fait, quand on va s'approcher du Plastic Man, et même de la famille plastique, parce qu'il y a aussi la mère et le bébé qui sont exposés sur le stand à l'entrée, ça permet de repérer en fait tous ces objets du quotidien qui viennent en fait polluer l'océan. Sergio, you bring us a video. We are going to watch it. Donc Sergio nous a amené une vidéo qu'on va regarder tout de suite. Merci. Pantalassa, c'est un collectif de filmmakers, de writers, de storytellers. Can you just tell us a few words about the purposes of Pantalassa? Yeah, so
the story of our seas, of our ocean, from plastic pollution to overfishing, needs to be told. And we live in ages that just imagine that the average mobile phone user travels more than 2 kilometers with their thumbs. So in this environment, we need to grab people's attention. And this is why if we want to push forward a theme, a topic, we need to bring together the best creators to create that content that will engage people. So that's the idea behind Pantalasa, bringing together the best creators. And in our case, our purpose and our theme is the ocean. Donc je traduis encore une fois rapidement. Aujourd'hui, en fait, on scrolle 2 km par jour avec notre smartphone. Et donc tout l'objectif de Pantalasa, c'est de produire des contenus qui vont nous engager et qui vont nous alerter sur l'état de l'océan. Alors vous avez un lieu collaboratif à San Sebastián qui s'appelle Blue Factory. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Can you tell us a little bit about Blue Factory? Yeah, well, I was always intrigued about the factory of Andy Warhol. It was this vibrant space that he created in New York in the 60s and 70s, and artists would express the zeitgeist in this space. So I always imagined if this space would have been led by Andy Warhol and Jacques Cousteau, who lived at the same time, this would be the same spirit, but always with a blue filter. And we kind of, on a very humble way, we created this space in San Sebastián. It's called the Blue Factory, and it's an ecosystem. It's a space that invites artists to collaborate and create projects related with the ocean. And the Plastic Family was one of the first projects that was born in this space. Donc Blue Factory, c'est un lieu qui fédère des artistes à San Sebastián. Et l'idée qui était derrière, c'est et si on réunissait l'esprit d'Andy Warhol et de Cousteau dans le même lieu. Et donc vous le faites de manière très humble, vous le précisez. Is your action politic? Politic. I don't know if it's political, but it does have an agenda. I think never before in history a single generation had the faith or the power to decide the future of humankind and our planet. So this is a huge and massive challenge, and if we want this story to have a happy ending, we have to permeate every part of society, entrepreneurs, businessmen, politicians, artists. So if we all are together, I think we can have a happy ending to this story. Donc si on veut avoir une happy end à notre histoire collective, vous pensez que finalement tous les parties prenantes, à la fois les businessmen, les politiques, mais aussi les citoyens et les artistes, doivent s'impliquer dans cette lutte-là. You have a new big project called Chef for the Ocean. Can you tell us what is it about? Yeah, so a little bit, I think Jean-Charles made a good point that our marine habitats and our fish stocks are under great pressure. And we want to help and support programs like MSC through storytelling. So what we're going to do is we're going to put together the world's best chefs and use their power, their voice, their influence, their reach to accelerate that shift in the consumers to demand sustainable fish. And we've created this platform, and we're going to launch it in September. It's called Chefs for the Ocean. And it's going to be launched in September in an event with more than 100 Michelin stars. So I really look forward to tell the stories of the sea, of seafood, of good practices through this platform. Donc vous avez bien entendu, il y a 100 étoiles Michelin, 100 chefs, c'est ça, une centaine de chefs en tout, qui vont être réunis pour pouvoir sensibiliser donc le grand public à la question de la surpêche. Et donc ce projet s'appelle Chef for the Ocean. Les chefs se réunissent pour l'océan. Et c'est un projet qui va être lancé en septembre prochain. Donc on va le suivre avec une grande attention. Thank you very much, Sandro Penzo. Merci. Je pense qu'on peut l'applaudir.